Alors, un jour, enfin, dans un de mes livres, j'avais développé ces schémas et je vais les reprendre. C'est assez rapide, hein. Mais voilà comment on perçoit le monde en général et on se perçoit soi-même. Donc, j'ai mis là une photo de José, mais ça pourrait être chacun d'entre vous, hein. Donc là, on se vit comme étant au centre et on a des rayons comme ça qui partent à travers nos cinq sens. J'aurais pu rajouter la pensée, mais là, j'ai pris les sens. Donc, en effet, on voit les choses à partir d'un centre. Et ce centre, on l'identifie à l'individu, à José, Maïva. Et donc, notre attention est dirigée vers l'extérieur. Par exemple, voilà, je vois le mur là-bas, je vois je te vois, Tristan. Donc, à partir d'un centre qu'on identifie comme étant l'individu. Et par conséquent aussi, du coup, je suis à distance du monde. Je me vis comme à distance. Je suis ici au centre et les objets sont à une certaine distance de moi. Là, ce micro, je le vis comme étant à 50 centimètres, Tristan comme étant à 5 mètres, le mur là-bas comme étant à 20 mètres, la Lune comme étant à 300 000 kilomètres. Donc, on se vit au centre et les objets sont à distance. Par conséquent, les objets sont aussi séparés de nous. Les autres aussi sont séparés de nous puisque on s'identifie à ce personnage. C'est vrai pour pour les cinq sens, hein, un peu moins pour le goût et l'odorat, puisque quand je mange quelque chose, ça me semble proche, évidemment, puisque je suis obligé de le ramener vers le corps. Mais regardez, pour Louis, par exemple, hein, j'ai l'impression d'entendre un son. Tiens, c'est dans la rue, c'est à 100 mètres de moi, c'est une voiture qui passe, donc j'identifie le son comme étant hors de moi, hors de moi. Donc il y a moi, l'individu, plus ou moins dans ce corps. C'est pas très net, mais c'est comme ça que c'est vécu, plus ou moins dans ce corps. Donc il y a mon moi qui est là et le monde à l'extérieur. Et on vit comme ça une relation qu'on appelle duel. On vit dans une relation de dualité. Il y a moi et le monde, il y a moi et les choses, il y a moi et les autres. Et, et en fait, on vit comme ça naturellement, sans vraiment remettre en question cette manière de fonctionner, manière de vivre. En tout cas, moi, disons qu'à partir de mes 5, 6 ans, 6, 7 ans, parce qu'avant, je ne vivais pas du tout comme ça, mais à partir de voilà, mes 6, 7 ans, j'ai vécu comme ça. Ouais. Et ça s'est surtout fermé quand je suis rentré au collège. J'ai senti au collège quelque chose me tomber dessus. Euh, je me suis senti tout petit. En entrant au collège, hein, je me souviens, je me suis senti tout petit dans un collège très très grand, avec des gens qui me regardaient, surtout des filles, hein, dont je découvrais l'existence à ce moment-là. Et donc, je me suis senti enfermé là-dedans, tac, dans ce corps. Alors, dans ce corps, et surtout dans le visage, hein, c'est plutôt vers là qu'on place l'individualité. C'est pas très clair parce qu'on n'y réfléchit pas, parce que tout ça c'est inconscient. Mais c'est vers là, vers la tête, vers les yeux. On se situe quelque part derrière les yeux, en fait. On situe le moi quelque part derrière les yeux. Bon, à quel endroit derrière les yeux, c'est pas clair. Combien de centimètres derrière les yeux, c'est pas clair non plus. Et on vit comme ça. On vit comme ça. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça. Voilà. Et puis parfois, on a la chance de tomber sur un enseignement qui nous dit ben, qu'en fait, cette manière de vivre n'est pas si vous voulez, n'est pas la manière la plus complète et la plus heureuse de vivre, et que c'est une vision très rabougrie de soi-même, très limitée de soi-même. D'ailleurs, on sent, en général, si on tombe sur un enseignement, que ce soit du yoga, de la méditation, du bouddhisme ou Douglas Harding, si on tombe sur un enseignement, en général, c'est qu'on l'a cherché quand même. Ouais, c'est qu'on a cherché, voilà, on a cherché un enseignement. Et si on a cherché un enseignement, c'est qu'on se sent à l'étroit dans ce mode de vie. On se sent quand même, quelque chose ne va pas, non? On se sent enfermé, la paix n'est pas toujours là, la joie n'est pas toujours là, on se sent limité, puis il y a des angoisses, du stress. Enfin, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à chercher. Et on tombe sur un enseignement. Comme si, enfin, moi, l'impression que j'avais avant que je tombe sur ces enseignements-là, c'est que je comprends, il me manquait une pièce du pulse de ma vie pour que ça fasse sens, quoi. Ça faisait pas sens du tout, en fait. Ça faisait pas sens. Et donc, je cherchais un enseignement. Bon. Alors, on tombe sur un enseignement. Et quel que soit cet enseignement, en général, on nous invite à retourner la flèche de notre attention vers soi.
j'ai consacré un livre à cette question, retour à soi, retour au soi, et je me suis aperçu que le retournement de l'attention est vraiment central dans tous les enseignements. J'ai fait une anthologie de textes dans le bouddhisme, le christianisme, le soufisme, l'hindouisme. À un moment, même dans la philosophie grecque aussi d'ailleurs, à un moment donné, on nous invite à retourner la flèche de notre attention vers soi, vers l'intériorité. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le yoga. Euh, on nous invite à ce mouvement de retour. Moi, c'était par la méditation zen que j'ai pratiquée intensément pendant 2 ans. Où là, on me demandait de revenir à moi en étant assis, pas bouger. Et si on zen, on ne bouge pas. Et donc, au début, je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Je comprenais pas bien ce que voulait dire retour à soi, hein. Donc, je retournais la flèche, enfin, j'avais l'impression que je retournais la flèche vers mon individualité, vers mon moi, quoi. Bon. Ce mouvement de retour, il a été très important pour moi parce que j'ai cessé d'être perdu à l'extérieur, j'ai cessé d'être complètement à côté de mes pompes en un sens, hein, puisque j'étais là-bas dehors, je me voyais depuis l'extérieur, j'étais perdu dans les choses, perdu dans les pensées, perdu dans le regard des autres, exilé, j'étais en exil en fait. Et donc ce retournement a été vraiment essentiel. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, retourner notre attention vers le centre. Et donc, alors voilà, on pense que retourner l'attention vers soi, c'est retourner l'attention vers le moi, mais en réalité, ce qu'on constate, quand on retourne l'attention vers soi, c'est qu'au centre, il y a un grand espace. Alors là, il est petit parce que voilà. En fait, il est partout l'espace. Mais quand on retourne l'attention vers soi, on s'aperçoit qu'au centre de soi, il n'y a pas un individu. Il n'y a pas un individu. C'est-à-dire que le centre de soi, c'est pas des pensées, c'est pas des émotions, c'est pas une histoire, c'est pas nos souvenirs. C'est, c'est très très différent, en fait. Et donc, alors bien sûr, on se demande mais qu'est-ce qui devient du petit personnage? Il est là, oui. Il est là, il va pas disparaître, mais il va être périphérique. Il va être accueilli dans cette présence. Il va plus être au centre. Il est là, mais périphérique. Et donc, ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui, c'est à ce retournement de l'attention vers soi, mais ce soi, c'est pas l'individu. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus étonnant. Alors, il arrive que certaines personnes découvrent cet espace au centre par hasard. Ça arrive quelquefois. Là, j'ai édité un livre que je t'avais passé, Christophe, de Suzanne Seagal, qui est une femme, une américaine qui vient à Paris. Elle a une trentaine d'années, je crois, dans mon souvenir, et par hasard, elle découvre ce vide. Et là, ça lui fout vraiment les jetons, parce qu'elle n'arrive pas à l'intégrer dans son cheminement intellectuel et spirituel. Donc, il lui faudra un certain nombre d'années pour l'intégrer. Moi, quand j'ai découvert, j'étais tout seul, je connaissais pas Douglas encore, j'avais lu un livre d'un maître indien, et pendant un an, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ce foutu truc, quoi. Et comme Suzanne, j'ai cru à un moment donné que j'avais perdu la tête. En fait, c'était vrai, j'avais perdu la tête, mais je l'entendais au sens, j'ai perdu la raison. Donc, je suis allé voir mon médecin. Je dit, écoutez, voilà, il y a un truc bizarre dans ma vie. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai disparu du monde. Je ne me vois plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, mais vous allez mal? Non, au contraire, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, mais juste, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, j'ai rencontré Douglas. D'ailleurs, quand j'ai raconté cette histoire à Douglas Harding, ça l'a fait hurler de rire. Mais moi, à l'époque, j'étais un peu inquiet quand même. Voilà, donc c'est très important d'intégrer voilà, cette expérience voilà, dans un cadre qui permet vraiment de le stabiliser. Alors, ce centre, là, j'ai mis le vide. Bon, parce que, en un sens, oui, c'est vide, mais c'est plein aussi, hein. C'est plein du monde, c'est plein de nos pensées, c'est plein tout apparaît dans cet espace. Là, je l'ai limité, mais vous allez voir qu'il est illimité. Alors, le mot vide, c'est un mot plutôt, ouais, enfin, plutôt bouddhiste, hein. Vacuité, vide, shunyata en sanskrit. Mais dans l'hindouisme, on va plutôt parler d'être, hein, sat, être, conscience, chit. On va parler de présence aussi.
Donc, peu importe les noms, peu importe les noms, peu importe les noms. Toutes les traditions spirituelles, je suis formel là-dessus, pointent vers cette expérience. Chaque tradition va ensuite l'exprimer à travers une forme qui est propre à sa culture, qui est propre à son époque, bien sûr. Hein. Maître Eckhart, mystique chrétien du XIVe siècle, il va parler un peu différemment de Rumi, mystique soufi du XIIIe siècle en Perse. Il va en parler un peu différemment de Bouddha, prince indien du IVe siècle en Jésus-Christ. Donc, les formes sont un peu différentes, mais c'est la même expérience. C'est normal, puisque c'est l'expérience de quelque chose qui dépasse l'individu, qui est au-delà de l'individu, donc au-delà de tout conditionnement. C'est la découverte du non conditionné. Et c'est vrai que cette découverte, malheureusement, dans certains textes, elle est présentée comme étant très difficile, comme étant vraiment presque inaccessible, réservée à des êtres tout à fait exceptionnels. Et ça, c'est une mauvaise blague, quoi. C'est vraiment une mauvaise blague, parce que c'est au contraire très simple. Quand nous étions enfants, nous avions accès à cet espace très facilement. Puis après, ça s'est refermé. À un moment donné, ça s'est refermé. Mais c'est toujours là, hein. C'est toujours là. L'espace, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu, c'est juste qu'on y est moins attentif. Mais quand même, même si les gens n'ont pas du tout encore, voilà, n'ont pas découvert par une voie spirituelle cet espace, parfois les gens peuvent en avoir l'intuition. Hein. Par exemple, donc ça paraît bouché là, puis vous écoutez une merveilleuse musique, vous écoutez un Bach par exemple. Puis là, ça s'ouvre parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui écoute Bach, il y a juste la musique. Voilà. Il y a juste la musique qui apparaît. Il n'y a plus quelqu'un qui écoute. Ça, c'est une expérience de non-dualité. C'est pour ça que les gens adorent le beau. La nature, hein, vous avez parlé de la nature. Dans la nature, c'est très pur. Les gens voilà, se promènent dans la nature, d'un magnifique paysage, dans une forêt. Et puis là, en marchant, bah, soudainement, il n'y a plus que les arbres. Hein. Il n'y a plus que les montagnes qui se déplacent. Il n'y a plus quelqu'un qui regarde. Il y a un sentiment de plénitude, d'ouverture, qui nous fait du bien, qui nous ressource. Mais en fait, c'est une expérience de non-dualité. Bon, mais après, par exemple, un homme qui a fait cette expérience dans la nature, c'est Rousseau. Jean-Jacques Rousseau décrit à la fin de sa vie, dans les rêveries du promeneur solitaire, une expérience de non-dualité qui lui tombe dessus par grâce. Il dit, voilà, je marche. Il est en Suisse à cette époque, le pauvre, il est exilé parce qu'il a pourchassé en toute l'Europe à cause de ses écrits. Il se réfugie en Suisse chez un ami et il se promène sur une île, l'île Saint-Pierre, au mois de septembre, octobre, et il décrit une expérience de non-dualité. Mais c'est merveilleux, quoi. Il dit, mais soudainement, le passé a disparu, le futur a disparu. Il n'y a que l'instant présent et il est heureux. Il est heureux. Et il dit, c'est un bonheur incroyable, c'est même pas un bonheur lié à mon désir, c'est un bonheur. Et il demande, de quoi jouit-on? Dit-il. On jouit de soi-même. Et celui qui jouit de soi-même ainsi est aussi heureux que Dieu. Donc, voilà. Puis après, malheureusement, pour Rousseau, il y a les soucis qui reviennent. Comme il n'a pas de méthode pour y accéder, c'est pas stable. Hein. Et donc, il y a le pauvre, un nouveau personnage qui revient. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà connu, déjà vécu, qu'on connaît parfois, mais l'important, évidemment, c'est voilà, de le stabiliser, de vivre à partir de notre vraie nature. On dit vraie nature parce que c'est ce qu'on est vraiment, vraiment, en fait. Le personnage, il est venu au centre. Hein. Ouais, il est venu au centre. Mais sa place, elle n'est pas centrale. Sa place est périphérique. Il disparaît pas. Il est là. Et cet espace est sans limite. Ça vous parle, ce... je sais pas.